je peux recevoir la mort, enfin je peux être tué, je peux tuer de manière légale. Il y a une phrase qui m'a fait switcher un jour, c'est la seule personne avec qui on va passer la totalité de notre vie, c'est soi-même. Dans l'entrepreneuriat, on voit beaucoup de personnes qui hésitent à se lancer, qui ne savent pas trop si c'est le moment ou pas. Il faut se lancer. Et c'est toujours dommage d'avoir peur et de se bloquer soi-même par rapport à ça. La vie est simple, c'est juste que c'est pas facile tous les jours. Oh les gars, on se retrouve aujourd'hui avec Rodolphe, ex-capitaine d'infanterie de l'armée de terre, qui va aujourd'hui nous partager son expérience, répondre à quelques questions sur l'infanterie, comment ça fonctionne, etc. Abonnez-vous, c'est parti, let's go, on commence. Salut Rodolphe, Salut comment est-ce Benjamin. que tu vas? Bah ça va très bien, moi j'ai toujours la pêche, toujours positif et bah une nouvelle journée commence, une nouvelle aventure et l'aventure commence avec toi donc c'est cool. Génial, ça me fait super plaisir de pouvoir faire une vidéo avec toi et de pouvoir échanger un petit peu sur ton parcours. Est-ce que tu peux te présenter, nous expliquer un petit peu en 3 minutes là, ton parcours, d'où tu viens et rapidement ta carrière, les différents points? Ok, alors moi j'hésite toujours à commencer, je suis né à tel endroit et ensuite j'ai fait ça, parce que je trouve ça linéaire et assez Oui. sopo, mais en fait en vrai, j'ai pas trouvé d'autre meilleur moyen que de le faire, donc du coup moi, et en fait c'est ce qui me caractérise aussi. Ce qui me caractérise, c'est le fait d'avoir vécu partout dans le monde depuis que je suis tout petit. Moi je suis né à l'autre bout du monde, je suis né en Polynésie, à Tahiti, j'ai pas une tête de Polynésien, mais mon père était en poste là-bas. Ensuite j'ai vécu en Afrique longtemps, j'ai vécu plusieurs années en Afrique. Ça m'a permis d'avoir une ouverture d'esprit. Par exemple, j'étais dans une petite ville au fin fond de Madagascar, à 3 heures de la capitale. Et ça m'a apporté une richesse assez incroyable. J'ai vécu en Argentine, j'ai vécu en Allemagne, et puis évidemment, j'ai vécu en France. Et j'ai préparé le concours de Saint-Cyr. J'ai réussi Saint-Cyr quand j'avais 22 ans. Et j'ai fait un parcours militaire. J'ai réussi à prendre l'infanterie. Dans l'infanterie, j'ai commandé une section. Une section, c'est 30 personnes. J'étais en régiment à Brive-la-Gaillarde. Ensuite, je suis venu à l'école de l'infanterie, qui est la maison mère de l'infanterie, pour être instructeur et former les sous-officiers et leur apprendre à prendre des responsabilités en termes de tactique. Donc j'étais instructeur tactique pour pouvoir leur apprendre à coordonner des forces. Et j'ai fait ça pendant 3 ans. Et j'ai pris le commandement d'une compagnie en Allemagne, où j'ai commandé une compagnie d'éclairage et d'appui qui rassemblent en fait des sections spécialisées de tireurs d'élite. C'est une section de commando du régiment et une section anti-char. Voilà. Et ensuite, j'ai décidé de quitter l'armée parce que je basculais dans une deuxième partie de carrière qui était moins opérationnelle. Et je me suis orienté vers l'entrepreneuriat parce que c'est ce qui, à mon sens, rassemble mon goût pour l'aventure et tout ce qui est imprévu, savoir réagir à l'imprévu, savoir anticiper, savoir créer des nouvelles choses sans avoir toutes les contraintes du monde militaire que j'ai avec plaisir accepté quand il s'agissait d'opérationnel. Voilà. Merci Rodolphe pour cette petite présentation. Donc en régiment, tu étais au 121e régiment d'infanterie, 126. 126e régiment d'infanterie à Brive-la-Gaillarde, c'est ça? Oui. Et ensuite en Allemagne? J'étais au 110e régiment d'infanterie 110e régiment d'infanterie. qui a été dissous. C'était les dernières forces françaises stationnées en Allemagne qui a été dissous juste après mon temps de commandement. Voilà, donc c'est un régiment qui n'existe plus, qui a été rapatrié, dont le drapeau a été rapatrié aux Invalides. Excellent. Et aujourd'hui, du coup, tu es dans l'entrepreneuriat. C'est quoi ton histoire dans l'entrepreneuriat? Qu'est-ce que tu fais? Alors moi, pendant 10 ans, j'ai accompagné des dirigeants d'entreprise. J'ai fait de la formation de leurs cadres dirigeants, des cadres d'un certain niveau qui dirigent des équipes. Et en fait, je me suis rendu compte que ce qui permettait d'avoir le plus gros effet de levier en termes d'impact, c'était d'organiser des team building, d'organiser des événements. Là, je sors hier et avant-hier, j'avais créé un événement sur un voilier, Vieux Gréement. C'est un voilier qui date du début du XXe siècle, qui est classé monument historique. Et on est allé vivre une aventure entre mer et terre, puisqu'on les a fait débarquer à terre. Et en fait, ils en sont ressortis transformés. Et en fait, cet impact que j'arrive à créer avec ces aventures, c'est un impact qui s'inscrit dans la durée parce que ça inscrit du changement dans les habitudes des gens. C'est un impact qui est tellement émotionnel que, en fait, c'est ça qui arrive à créer une dynamique du changement positif.
la grosse problématique du passage à l'action, c'est qu'on a une inertie de passage à l'action. Et moi, ce qui me passionne, c'est d'arriver à s'affranchir de cette inertie pour pouvoir agir, avoir des résultats, avoir des succès. Et en fait, on peut avoir un succès que si on a décidé de passer à l'action. J'imagine que c'est la même chose pour toi dans le sport. Le plus dur, Complètement. le plus dur, C'est de se lancer. C'est de se lancer, c'est de mettre sa basket. Le plus dur, c'est d'aller de l'avant. Et dans le sport, après, ce qui est aussi super important et qu'on oublie souvent, c'est qu'il faut durer et avoir un plan d'action dans la durée et pas juste passer à l'action pendant 2 semaines avec là, on a le nouvel an qui va arriver. En tout cas, sur ton expérience dans l'entrepreneuriat, je trouve ça exceptionnel d'avoir su intégrer un petit peu ce que tu as pu vivre dans l'armée dans l'entrepreneuriat et le transmettre à des cadres à travers du team building. Et du coup, juste ton site s'appelle comment? Moncapitaine.com. Moncapitaine.com, c'est marrant ça. Donc, au cours de ta carrière, tu as été chef de section, donc 3 ans dans une section au 126e RI. Voilà, en compagnie de combat. Ouais, tout. Ensuite, tu as fait 3 ans à Draguignan, Oui. 2 ans ensuite comme CDU, Oui. commandant d'unité en Allemagne, au Oui. 110e. Ok, génial. Donc, au niveau de ces 3 ans de chef de section au 126e RI, qu'est-ce qui t'a marqué? Qu'est-ce qui m'a marqué? Et juste avant ça, donc le chef de section, lui, commande 30 hommes, comme l'a expliqué Rodolphe, et il va avoir des chefs de groupe et ensuite des militaires du rang. Il s'est réparti avec du coup 3 chefs de groupe, plus un sous-officier adjoint, Voilà. et ensuite 25 militaires du rang environ, Oui. qui vont être les petites mains, on va dire, enfin les hommes qui font le métier au quotidien, qui vont combattre, qui font les missions. Et tout ça, c'est organisé avec plusieurs sections au sein d'une compagnie pour que toutes les missions puissent se faire. Donc, quelle a été ton expérience et qu'est-ce qui t'a marqué dans ce métier-là? Dans ce métier-là, dans quel domaine? Dans le domaine opérationnel, par exemple? Quels ont été les points vraiment les plus marquants quand tu penses aujourd'hui à ton temps de chef de section, qu'est-ce qui te vient en tête tout de suite? Bah, c'est la partie opérationnelle. La partie opérationnelle? Ouais, la partie opérationnelle où quand on part en opération, en fait, c'est la réalisation d'un travail qui a été effectué en amont qui permet de synthétiser, c'est une synthèse de tout ce qu'on a appris avant. En fait, ce qui est un peu frustrant parfois dans tous les métiers en fait en vrai, mais particulièrement dans le métier militaire, c'est qu'on passe beaucoup de temps à se préparer. Un peu comme le sport. On passe beaucoup de temps à se préparer, on fait des gestes, on fait des synthèses, on travaille des petits savoir-faire à chacun des niveaux. On trouve que on n'a pas forcément un niveau qui est incroyable à l'instant T, au moment où on s'entraîne. On a une espèce de petite frustration à justement pas atteindre des niveaux qui sont incroyables. Et en fait, on s'aperçoit que plus on s'approche de l'échéance de l'opérationnel, plus il y a une espèce d'harmonie qui se crée. Et il y a des gens sur lesquels on ne pensait pas forcément compter vraiment à 100%, qui, quand ils sont en opération, se révèlent et il se trouve qu'ils ont une énergie incroyable, ils ont un savoir-faire qui s'aligne avec les besoins de la mission, qui fait que, en fait, quand une troupe est bien préparée, quand il s'agit d'être en synthèse, en opération, en mission, en fait, les choses s'alignent si on a bien fait le travail avant. C'est ça la chose la plus marquante. Après, la deuxième chose la plus marquante, c'est l'aspect un peu rugueux du commandement. C'est-à-dire que diriger des hommes, des femmes, diriger des gens, c'est quelque chose qui n'est pas facile. C'est quelque chose qui s'apprend, c'est quelque chose qui est parfois difficile. Et moi, le truc le plus difficile que j'ai trouvé, c'est de ne pas commander des gens en direct, mais d'avoir des intermédiaires. C'est le principe de la hiérarchie, c'est-à-dire que tu parlais tout à l'heure des chefs de groupe. Les chefs de groupe, ils dirigent chacun 8 personnes. J'en ai 3 ou 4, ça dépend des formats qu'on prend. Et pour pouvoir dire quelque chose à quelqu'un qui est en bas de la chaîne, en fait, je ne m'adresse pas à lui. Et en fait, comprendre cette mécanique de l'articulation d'une troupe, c'est ça qui m'a paru un peu complexe initialement, mais une fois qu'on a compris ça, en fait, c'est assez simple. Très bien, excellent, merci pour cette réponse. Et donc, toi, tu parlais de l'opérationnel. Quelles ont été les missions que tu as été amené à faire en tant que chef de section? Moi, je suis parti en Centrafrique. J'ai fait une opération à Bouali, qui s'appelle Bouali, à Bangui, en Centrafrique. En quelle année? À peu près En 2006. 2006, ok. Voilà.
Donc c'était un moment, en Centrafrique, je me souviens pas vraiment des différentes périodes où ça a été tendu, mais à ce moment-là, c'était… Il y a eu une période tendue, puisque on a fait, moi j'ai ma section, j'ai eu la chance d'avoir ma section qui a été désignée pour partir avec les forces spéciales, faire une opération dans le nord de la Centrafrique. Excellent. Il y a eu des rebelles qui ont pris possession d'un village qu'il a fallu libérer. Donc on a participé à l'opération de libération d'un village avec les forces spéciales, en appui et en coordination avec les forces spéciales. Excellent. Voilà. Et quel souvenir est-ce que tu as de cette opération? Bah c'est en fait quand je te racontais tout à l'heure le schéma, c'est sur ce souvenir-là que je me basais. C'est-à-dire on avait une base arrière qui était pas très loin du village et on avait des moyens hélicoptères, avions, supports aériens qui étaient assez impressionnants pour pouvoir mettre en œuvre la totalité de cette mission et la réaliser pour faire en sorte que ce village soit libéré. Excellent. Et donc sur ce moment-là, tu étais vraiment dans une phase de combat pendant une petite période ou ça a duré combien de temps? Moi, j'ai pas tiré de. Voilà. J'ai mon adjoint qui a fait du réglage. Heureusement, on va dire. Ouais, heureusement. En fait, c'était une zone de combat, oui, parce qu'il y avait un affrontement. Maintenant, il y a eu des échanges de tirs qui ont été faits par un de mes groupes. Donc, moi, j'ai personnellement, le chef de section est toujours aux commandes et pas forcément. Enfin, j'étais en première ligne, mais c'est pas sur sur ma ligne de front que les événements se sont passés. C'est-à-dire qu'on a avancé pour libérer le village et mon adjoint était en couverture et lui a fait un guidage de tir aérien par un Mirage F1. Ok, voilà. Excellent. Et donc sur cette opération-là, est-ce que tu as pu ressentir un petit peu de peur ou pas, ou tu étais serein dans ce que tu avais pu travailler avec tes hommes en France en entraînement? Et c'était juste, comme tu l'as dit, la synthèse en fait, de tout ce que tu as pu faire auparavant. Alors, de la peur, non, parce qu'une confiance assez incroyable dans la qualité et la compétence de mes hommes. Après, en fait, dans le métier de militaire, on a une réflexion qui est assez profonde surtout quand on est formé en tant qu'officier, sur la notion de la mort. Et de par mon histoire, en ayant vécu en Afrique, j'ai eu des confrontations à la mort qui étaient complètement différentes de la conception qu'on peut avoir en Occident, en France. Je le dis dans un podcast où j'ai été invité il y a quelques jours. Justement, je raconte ça, cette histoire de retournement des morts à Madagascar, où j'ai assisté et participé à un retournement des morts. Et puis, une révolution, une mini-révolution qui s'est passée à Madagascar aussi, et où j'étais le seul pour pouvoir réagir. Donc cette confrontation à la mort, et d'autres façons de concevoir la mort. Quand on est à Saint-Cyr formé, on a des réflexions là-dessus. Parce qu'il y a 4 façons d'appréhender la mort quand on est militaire. Ces 4 façons, c'est quoi? C'est je peux recevoir la mort je peux être tué, je peux tuer de manière légale, puisque c'est un des seuls métiers où on peut faire ça. Je peux faire en sorte que mes subordonnés, les gens avec qui je travaille, donnent la mort ou reçoivent la mort. Donc c'est 4 façons d'appréhender, c'est 4 responsabilités différentes. Et cette mise en perspective qu'on a, cette réflexion qu'on peut avoir avant, permet d'avoir une sérénité vis-à-vis de la vie. Ça, c'est incroyablement puissant parce qu'en fait, je croise dans les métiers nouveaux que je fais, qui sont des métiers en lien avec le civil, d'accompagnement de dirigeants, je me rends compte qu'il y a beaucoup de gens qui n'arrivent pas à passer à l'action parce qu'ils ont peur de quelque chose. Et en fait, quand on prend conscience qu'on n'a qu'une seule vie et que l'important c'est de vivre, eh ben, on en prend d'autant plus conscience qu'on a réfléchi profondément à la notion de la mort et que cette perspective de la mort, qui fait partie de la vie, nous oblige, c'est un impératif pour vivre. J'ai toujours cette image, et c'est comme ça que j'avais terminé ce podcast sur lequel j'ai été invité. C'est une image de Snoopy. Tu connais Snoopy, oui, voilà, le chien. Et qui est au bout d'un ponton, face à la mer, avec son ami, là. Et il y a le petit garçon qui dit « Tu te rends compte, Snoopy, un jour on va mourir ?» Il y a Snoopy qui lui répond « Bah c'est super, ça veut dire que tous les autres jours on va vivre. » Et en fait, pour moi, tu me parlais tout à l'heure de peur. Une fois qu'on a réfléchi profondément à notre condition humaine, qui se termine toujours par la mort, qui peut être demain, dans
un an, dans 10 ans, dans 50 ans, bah en fait, quand on a bien réfléchi profondément à ça, bah on s'attache d'autant plus à vivre. Et du coup, la peur, je dirais pas, c'est une petite appréhension, c'est une petite excitation, c'est une petite, c'est de la volonté de bien faire. Mais en fait, la peur n'a plus de place. Et quand on n'a plus peur, ben on passe beaucoup plus facilement à l'action. On est beaucoup plus libéré pour manger un éléphant. Alors je dis manger un éléphant, c'est pas très politiquement correct en termes pour les animaux, mais c'est une image. En fait, un éléphant, ça se mange une bouchée à la fois. Et quand on a l'impression qu'il y a un gros truc énorme à digérer, qu'il y a une espèce de programme de formation, qu'il y a une espèce de, enfin, quelque chose qui ressemble à un truc énorme qu'on ne va pas arriver à avaler, il faut juste le découper en petits morceaux et c'est comme ça qu'on arrive à le manger. Voilà. Excellent. Donc, est-ce que les militaires vivent mieux que les civils? Pas forcément, parce qu'il y en a qui n'ont pas du tout eu cette réflexion, qui ont peut-être été confrontés à la mort, mais qui n'ont pas pris le temps d'y réfléchir. Et il y a des civils qui prennent le temps de réfléchir profondément à ce genre de questions, qui sont des questions existentielles, importantes, enfin pour moi, qui sont importantes. Après, il y en a qui n'ont peut-être pas besoin pour pouvoir profiter de la vie. Ou qui, sans le savoir, ont déjà eu cette réflexion, l'ont mise en perspective, et ont dit, bah en fait, ce qui est important dans la vie, c'est ça, ça, ça et ça, et c'est pas d'avoir peur et de me dire que peut-être un jour, ou d'avoir peur du regard des autres. La peur du regard des autres, c'est quand même quelque chose qui est très ancré chez tout le monde. Il y en a qui l'ont plus ou moins. Moi, j'ai certaines personnes que je connais qui n'ont pas du tout peur du regard des autres. Je suis assez admiratif. Mais en fait, une fois qu'on a mis en perspective pas mal de choses, on a beaucoup moins peur du regard des autres. Parce qu'en fait, la vie, c'est la nôtre. Carrément. Et sur ça, je te suis à 100%. Dans l'entrepreneuriat, on voit beaucoup de personnes qui hésitent à se lancer, qui ont une petite crainte et qui ne savent pas trop si c'est le moment ou pas. Il faut se lancer. Mais c'est toujours dommage d'avoir peur du regard des autres, d'avoir peur de l'échec, d'avoir peur de plein de choses et de se bloquer soi-même par rapport à ça. Donc maintenant, pour revenir un petit peu sur le métier de chef de section d'infanterie, qu'est-ce que tu as aimé toi dans ce métier? C'est être sur le terrain. Tu étais à quelle fréquence? Donc toi, c'était 2005-2008 du coup? Ouais, voilà, ouais, c'est ça. Ouais. Et tu étais à quelle fréquence sur le terrain? 2006-2009. Ok. J'étais à quelle fréquence Je partais souvent sur le terrain. Je ne saurais pas te donner une fréquence, une fois par mois. Une fois par mois? Ou 2 fois par mois. Sur le terrain, en fait, des camps d'entraînement. Des camps d'entraînement, des petites séquences. Bah, une fois par semaine, ça c'est sûr, pour des petites séquences. Et une fois par mois pour des camps qui durent un petit peu plus longtemps, qui durent une semaine. Ok. Donc une fois par semaine, vous alliez faire des exercices. Ok. Un exercice où tu pars une journée ou 2 journées, une 36 heures, et puis tu vas sur le terrain. Et ça, c'est ce qui m'a le plus plu. Okay. Parce que tu es libéré de toutes les autres contraintes, les contraintes administratives, la partie de la vie courante. En fait, c'est ça qui, pour moi, était le plus lourd dans le métier. Et quand on était dans l'opérationnel, la préparation, sur le terrain, sur des contraintes de vie, en fait, c'est ça qui m'a le plus plu. Mais c'est énorme, une fois par semaine. Aujourd'hui, je ne sais pas s'il y a beaucoup de fantassins qui ont la chance de partir une fois par semaine sur le terrain pour aller s'entraîner. Après, aujourd'hui, il y a Sentinelle aussi. Ouais. Il y a encore plus de contraintes administratives. Donc, bon, tu as eu de la chance. Je pense que c'est pas prêt comment c'était il y a 20 ans. Et... Une fois par semaine, ça peut être juste une journée. On part le matin après le rassemblement et puis on revient à 16h pour pouvoir nettoyer, réintégrer. À 17h, c'est terminé. Ça peut être juste une journée passée sur le terrain où on avait un camp qui était juste à côté à pied, à 4 km. Ben, on marchait, on est arrivé, on faisait une opération, on était sur place, on avait une ration de combat et puis voilà. Donc si je dois le dire en méthode militaire, on faisait une promenade. On allait se balader dans les bois, on faisait un pique-nique et on avait une autre promenade et puis ensuite on revenait. Donc finalement, c'est vachement sympa. Et une sieste tactique au milieu après le pique-nique ou pas? La sieste tactique après le minute, la sieste flash là, qui dure 20 minutes, c'est parfait. Excellent. Donc super pour ça. Et tu as un petit peu anticipé la question suivante, c'est qu'est-ce que tu n'as pas aimé dans le métier de chef de section d'infanterie avec l'administratif? Du coup, quels sont les autres points qui t'ont déplu dans ce métier? Bon, il y a la partie administrative, c'est sûr.
Qu'est-ce qui m'a moins plu ou déplu? C'est c'est assez difficile à dire parce que moi je suis un intellectuel. J'adore l'opérationnel, mais j'adore réfléchir. Et en fait, ce qui m'a le plus frustré au début, c'est de ne pas stimuler cet aspect intellectuel. J'étais dans l'opérationnel, j'étais avec des gens qui avaient une grande valeur en termes d'engagement, mais je n'avais pas ce côté intellectuel qui me nourrissait. Le côté de réflexion sur des grands problèmes, soit géopolitiques, soit de la vie courante, soit de la vie profonde, existentielle. Ça, c'était des choses que j'aurais aimé avoir. Mais en fait, ce n'est pas des discussions que tu as dans l'armée avec tes hommes. Ok, ouais, je vois. Et donc, toi, sur ce point-là, est-ce que tu as eu l'impression de ne pas vraiment comprendre parfois le sens de la mission ou de comprendre ce qui se jouait au-dessus, ou est-ce que c'est juste que tu n'étais pas du tout intégré à la partie réflexion du sens de ces missions? Alors, on n'est pas du tout intégré dans la réflexion du sens de ces missions parce qu'on est en bout de chaîne et qu'on exécute les missions, mais maintenant, je la comprenais très très bien. Elle était extrêmement bien expliquée. La hiérarchie est assez claire là-dessus. C'est ça qui est agréable aussi dans l'armée, c'est que, en fait, quand on dit blanc, c'est blanc, quand on dit noir, c'est noir, surtout à ces niveaux de responsabilité. Et donc, le sens de la mission et pourquoi on est là, je me souviens très bien, en Centrafrique, pourquoi on est là? On est là pour pouvoir avoir des forces prépositionnées en Afrique, pour pouvoir défendre des intérêts français et honorer nos accords de défense. Du coup, en fait, les choses sont très très claires. C'est ça qui est agréable aussi. Ah, ça, complètement. Ça, bon, moi, dans l'armée, il n'y a pas de doute Oui. sur ça. Après, c'est soit on est d'accord, soit on n'est pas d'accord, mais au moins, on sait ce qu'on fait, pourquoi. Et ensuite, du coup, tu as fait ces 3 ans de chef de section. Après ça, tu es parti du coup à Draguignan comme instructeur. Sur ce métier-là, qu'est-ce qui t'a plu et quelle a été ton expérience sur ces 3 ans à Draguignan? Alors, qu'est-ce qui m'a le plus plu, c'est de voir grandir des gens qui ont déjà de l'expérience. C'est-à-dire qu'on m'a confié des sous-officiers qui avaient déjà 5, 7, 8 ans d'expérience opérationnelle. Donc, ils avaient déjà 1, 2, 3 opérations, de l'expérience. Et ce n'étaient pas des jeunes qui sortent de l'école, qui n'ont jamais rien vu de la partie opérationnelle. C'est vraiment des gens qui ont de l'expérience. Et je leur faisais prendre un clic du dessus et je leur apprenais des choses. Et au début, c'est marrant parce qu'ils arrivent avec une attitude un petit peu dubitative en disant « Bon, qu'est-ce qu'on va apprendre à l'école de l'infanterie? Qu'est-ce qu'ils vont nous faire faire ?» Et ils se rendent compte qu'ils apprennent des choses, ils y prennent goût et ils s'éclatent. Et en fait, le fait de voir des gens qui ont un certain niveau et leur faire prendre un clic supplémentaire, les voir évoluer et les voir dans leur regard, le regard qui est un petit peu dans l'attente au début en disant « Ok, c'est qui ce capitaine qui vient m'apprendre des trucs et qui a peut-être même parfois moins d'expérience opérationnelle que moi? Qu'est-ce qu'il va vraiment m'apprendre ?» Donc un regard un peu critique ou attentiste. Et en fait, les stages sont ainsi faits qu'il y a une montée en puissance et ils réalisent à quel point ils peuvent apprendre des choses. Et c'est exactement ça qu'ils étaient venus chercher. Et le regard à la fin change énormément entre le moment où ils sont arrivés et le moment où ils ont leur diplôme de chef de section, qui est le clic supérieur qu'ils étaient venus chercher. Donc c'était dans le cadre de la formation BESTAT? Oui. Ok. Du coup, la formation BESTAT, c'est la formation qui permet à un sous-officier de devenir chef de section et derrière d'avoir ton métier quand tu étais au 126e régiment d'infanterie. Et cette formation-là, aujourd'hui, du coup, ça a un petit peu changé. Maintenant, il passe chef BESTAT et alors je me souviens plus des durées, tout ça. Est-ce que tu sais ou… Non. Ok. Mais il me semble que c'est 4 mois, je crois, de formation au total. Ah, pour la formation BSAT? Ouais. Oui, voilà, c'est ça, 3 mois. 3 mois. Et sur cette formation-là, du coup, toi, ce qui t'a plu, c'est d'être vraiment là à pouvoir leur apporter quelque chose en plus, leur permettre de commander donc, sur le terrain leur section, c'est ça? Et est-ce qu'il y a d'autres points qui t'ont marqué quand tu étais à Draguignan?
Euh, Oui, et c'est des choses que j'utilise encore aujourd'hui. C'est le fait de construire des scénarios. Et en fait, le scénario, il y a un fil rouge. Et une fois que ce scénario est construit, en fonction de la personne qui réalise le scénario, on peut adapter clairement et à la demande en fonction du niveau de la personne. Je me souviens d'un sergent-chef légionnaire qui était une espèce d'énorme Golgoth avec des sourcils hyper broussailleux. Voilà. Lui, il était à l'aise. Il avait un niveau de commandement, un niveau de leadership qui était bien au-dessus de tout le monde. Et en fait, l'objectif de ces parcours où on les évalue, si jamais je fais exactement le même parcours pour tout le monde, lui il le fait les doigts dans le nez, en fait il n'y a pas de valorisation de la difficulté. Quand on fait un truc qui est trop facile, on se dit mais en fait c'était pourri. Et justement tout est dans l'art de justement doser les choses, de doser, pas doser mais de doser les choses pour pouvoir faire en sorte de le mettre un petit peu en difficulté. Et de lui mettre un incident d'un côté, un deuxième incident de l'autre, le fait pour l'obliger à coordonner ses pions sur le terrain. Et en fait, on a tous un niveau de limite en termes de capacité à prendre en compte des incidents supplémentaires. Parce que si jamais tu mets un incident, deux incidents, trois incidents, quatre incidents, tu vas peut-être arriver à les gérer, trois, mais dès qu'il y en a un quatrième, un cinquième, un sixième, là tu es obligé de déléguer, tu es obligé de contrôler, tu es obligé de restructurer et en fait tu prends feu assez facilement. Et c'est là où tu fais prendre conscience des mécaniques d'engagement, des mécaniques de concentration de l'effort ou de l'attention et des mécaniques de savoir déléguer aux bonnes personnes. Juste pour clarifier quelques points, pour que ça parle vraiment à toutes les personnes qui regardent la vidéo. Du coup, là, on est sur une mission, on va dire un truc tout bête, mais ça va être attaquer un endroit, prendre, s'emparer d'un point. Et un incident, c'est il y a un gars qui va être blessé, il y a un gars qui va être capturé, capturé, ça c'est rare. Mais quelqu'un qui est blessé, après un mec… je sais pas, des mecs qui ont détruit une zone et il faut fouiller ou quoi, et plein de choses qui peuvent arriver pendant la mission, c'est ça? Voilà, c'est ça. En fait, plein de choses, plein d'incidents. Donc, tu l'as dit, c'est quelqu'un qui est blessé. Donc, gérer un blessé, ça prend beaucoup d'énergie. Et de moyens. Et de moyens, et de coordination, etc. Ça peut être une demande de tir-mortier qui va arriver. Ça peut être un élément extérieur civil qui vient apporter du renseignement et qu'il va falloir accueillir pour pouvoir décortiquer ce renseignement, pour pouvoir… Il dit j'ai du renseignement, je voudrais vous dire que en fait je les ai vus à tel endroit. En fait du coup ça fait un troisième incident. Il peut y avoir le chef qui vient rendre visite. Et voilà, il peut y avoir une autorité, il peut y avoir un journaliste qui vient sur place. Il peut y avoir un prisonnier, quelqu'un qui arrive en disant en levant les bras. Donc ça fait en fait quand tu analyses et quand tu accumules tous ces trucs là, au bout d'un moment t'es tout seul. Enfin t'es pas tout seul, t'es 30. Mais en fait, tu peux… Tu réfléchis pour 30. Tu réfléchis pour 30, mais en fait, chaque élément, il faut le déléguer. Mais pour le déléguer, il faut le structurer, il faut lui donner un ordre qui est concret et précis. Et en fait, quand on a 1, 2, 3, 4 qui arrivent, et puis tu as le journaliste qui se débarque et qui est obligé… Enfin, un faux journaliste, mais en fait, tu le fais arriver, il va falloir qu'il gère et qu'il priorise, ou une femme enceinte qui arrive et enfin, tu dis, voilà, il y a une femme enceinte qui arrive sur ta position. Et tu joues vraiment. C'est-à-dire qu'il y a quelqu'un qui arrive, qui a un faux ventre, mais il va falloir évacuer cette personne, la prendre en compte. Donc ça prend une partie et continuer ta mission. Parce que justement, c'est pouvoir faire prendre conscience au chef qu'il doit prendre des décisions avec en arrière-plan toujours le culte de la mission. Il a une mission. Et il faut qu'il qu'il s'adapte en fonction du contexte, mais tous les incidents annexes qui arrivent, il faut qu'il les gère et qu'il prenne des décisions qui ne sont pas forcément faciles à prendre. Ouais, carrément. Merci pour ce petit partage. Donc sur ça, c'est différents points qui t'ont beaucoup plu quand tu étais à Draguignan. Et maintenant, forcément, j'aimerais savoir, quand tu es parti sur ton temps de commandant d'unité, quel a été ton ressenti, ton expérience? Qu'est-ce qui t'a plu, déplu? Bon, ce qui m'a plu toujours, c'était d'aller sur le terrain. Ce qui m'a plu, c'est ma relation avec mes subordonnés, mes lieutenants, chefs de section, qui sont des gens de grande valeur, avec qui j'ai beaucoup apprécié de travailler. Même les OSC?
Même les OSC. Non, Même les OSC. Je rigole, c'est juste que du coup les OSC, les officiers sous contrat, sont souvent charriés par les Saint-Cyriens. Donc, En fait, comme ils avaient. J'ai mon adjoint qui était OSC. Enfin, j'ai eu un adjoint qui était OSC. Et en fait, comme il avait passé un petit peu tous les filtres de la première partie d'expérience, donc il était jeune capitaine, bah en fait, il avait eu cette expérience-là qu'on peut reprocher aux jeunes OSC qui ont eu une formation qui est assez courte. Et en termes d'acculturation du monde militaire, c'est un petit peu compliqué, mais c'est normal. C'est-à-dire que le Saint-Cyrien, il a 3 ans pour s'acculturer. L'OSC, il a 6 mois. Enfin, il a 6 mois, 1 an et demi, mais 6 mois, après, il bascule et c'est beaucoup plus rapide pour les OSC. C'est ça qui fait la difficulté, en fait. C'est un gros défi à relever. complètement. Et donc, ce qui t'a plu, ouais, c'est cette relation avec les chefs de section. Ouais. Et ensuite, ce qui t'a déplu? Toujours la partie administrative. Ouais. Là, Là, qui était plus prenante dans ce métier de commandant d'unité. Ouais, qui est plus. Après, il y a une partie administrative qui peut être plaisante. C'est sur la. La notation? Non, ouais. Non, sur la conception d'exercice. Oui. Sur la conception de choses ou sur la dynamique de ressources humaines d'envoyer des gens en stage, de comprendre en fait les besoins. On bascule dans un monde où on dit comment je vais nourrir la capacité opérationnelle de mon unité. Et du coup, avoir une conception de parcours pour dire en fait lui il va falloir que je l'envoie en stage parce que j'ai lui qui va partir. Il va partir en conversion, il va partir dans une autre unité, il va partir machin, donc du coup il va falloir que je le remplace. Et du coup c'est des mises en formation, donc c'est de la gestion RH. Ça c'est intéressant, parce que c'est de l'humain en fait. Et c'est prendre soin des gens avec qui on travaille pour pouvoir pas juste être sur le terrain et profiter de l'instant présent, mais avoir ce bond dans le futur, d'anticipation des besoins futurs et de prendre soin du parcours de carrière des gens. Ça j'ai trouvé ça intéressant. C'est sûr que c'est intéressant, mais c'est intéressant quand on a les moyens, on va dire. Parce que par exemple, dans le matériel, donc là où j'étais, il n'y avait plus assez de moyens humains. Et du coup, il n'y avait plus assez de telle qualification, plus de telle qualification. Et en fait, en théorie, il aurait fallu envoyer un petit peu tout le monde en stage. Et là, ça devient un petit peu frustrant de ne pas pouvoir assurer les besoins opérationnels de l'unité en envoyant les bonnes personnes aux bons endroits. Mais bon, je comprends du coup tout à fait ce qui t'a plu là-dedans et ce qui a pu te déplaire. Quels sont à peu près les ratios de partie opérationnelle, partie administrative en tant que chef de section et en tant que commandant d'unité? Ce que tu as ressenti? En termes de ratio, Ouais. 20, 80, 10, 90. 20 pour la partie administrative? Non. Pour la partie opérationnelle? Ouais. Ah ouais. Ça Ouais. fait pas beaucoup. Non, mais c'est ça qui fait les meilleurs souvenirs. C'est pour Ouais, ça c'est que, clair. tu vois, j'avais une réflexion justement sur la mort, on en a parlé tout à l'heure, et sur son lit de mort, on ne regrettera jamais d'avoir passé une demi-heure de moins au bureau. En revanche, on regrettera vraiment de ne pas avoir passé, d'être revenu une demi-heure avant pour pouvoir assister au coucher de ses enfants ou pour pouvoir voir ses parents, ses frères et passer des moments importants, humains, savoir où est l'essentiel et où est la vie. Et le fichier Excel qui peut attendre le lendemain, il peut attendre le lendemain, en fait, on fait CTRL-S et ça se passe bien. Super. Ouais, il faut profiter des moments les plus importants, les plus marquants. Pour toi, qu'est-ce qui fait un bon officier, en particulier dans l'infanterie? C'est quelqu'un qui est clair. La clarté, quand on arrive à lire à travers un officier, quelqu'un qui a été clair sur qui il est, sur ce qu'il veut, sur ce qu'il ne veut pas. C'est ça le plus important. Pourquoi? Parce que c'est ça qui va inciter les gens à prendre des initiatives. Quand on sait, mon chef, si jamais je fais ça, ça ne va pas lui plaire. Si jamais je fais ça, ça va lui plaire. En fait, facilement, quand j'ai une initiative à prendre, que le chef n'est pas là, que je dois la prendre, en fait, si jamais il a été clair dans tout ce qui était son filtre de façon de regarder les choses, ça incite les subordonnés, les collaborateurs à prendre une décision et à anticiper. C'est-à-dire que le chef qui n'est pas clair, il va instiller le doute dans ses équipes et du coup, les gens ne vont pas prendre d'initiative. Ils vont dire « Ah, mais en fait, je vais attendre que le chef soit revenu et je vais lui poser la question. » Et le chef qui n'est pas clair, le mauvais chef, ou le mauvais chef, en fait, c'est quelqu'un qui va avoir plein de sollicitations et qui va dire « Mais il m'emmerde à avoir des sollicitations, je suis dérangé tout le temps, j'y arrive pas. » Mais en fait, c'est qu'on n'est pas assez clair. Sinon, les gens prennent l'initiative
et ils viennent rendre compte qu'ils ont pris une initiative. Et comme on a été clair, ben normalement, ils ont pris la bonne initiative. Et la différence entre un bon chef et un très bon chef, c'est celui qui anticipe les incidents qui vont lui arriver. Le bon chef, il gère l'incident. Le très bon chef, il anticipe l'incident. C'est un incident opérationnel ou un incident de la vie courante, hein. C'est pas le sujet. Un bon chef, il est clair, et un très bon chef, il est clair et il anticipe. Génial. Et donc, toi, tu avais cette clarté, cette anticipation? Ah, pas du tout. Pas du tout. Alors moi, si jamais j'ai créé ce blog moncapitaine.com, c'était pour donner des clés à des jeunes chefs pour qu'ils puissent éviter de faire toutes les erreurs que j'avais pu faire. Et moi, ça a été une de mes frustrations principales quand j'étais à l'armée, surtout au début en tant que chef de section, c'est que, en fait, j'avais l'image du chef que j'espérais être, et j'étais bien en dessous du chef que j'étais réellement. Et que la confrontation avec la réalité, la confrontation avec l'humain, la patte humaine qui nous est confiée, en fait, j'ai trouvé ça rugueux et assez complexe. Et en fait, il y a des petits trucs qu'on n'apprend pas à l'école qui, pour moi, sont importants. Et c'est pour ça, c'est parce que j'en ai bavé et j'ai eu des confrontations à la réalité rugueuses que j'ai créé ce blog Mon Capitaine. Sinon, si jamais j'avais été un super chef, je ne serais jamais venu à l'idée de transmettre des trucs pour pouvoir aider les autres. Peut-être dans un côté altruiste, mais c'est parce que justement j'ai été confronté à une espèce de rugosité du commandement de la relation humaine que j'ai créé ce blog moncapitaine.com. Et quels étaient les points? Mais j'aurais aimé être un excellent chef. Ah, c'est bon, tout le monde le souhaite. Et quels ont été les points les plus rugueux, les plus difficiles pour toi dans ta relation humaine avec tes subordonnés ou tes chefs? Je ne sais pas, est-ce que tu penses le plus? Avec mes subordonnés, je pense que le point le plus rugueux, il venait surtout de moi. De vouloir... En fait, je n'avais pas compris, surtout au début, que je n'avais que 3 personnes à commander. 4 avec mon adjoint. Enfin, 3 personnes commandées avec mon adjoint. Donc 4 personnes de chefs de groupe, et on a 3 ou 4 chefs de groupe en fait. Ça dépend des formats. Et l'adjoint, on le commande, mais on commande surtout avec lui. Parce qu'en fait, on ne va pas lui donner d'ordre, il a beaucoup plus d'expérience que nous. Et si on a créé une relation de confiance, en fait, il va anticiper tout et c'est lui qui va mettre de l'huile dans les rouages. Et là où je pensais que je commandais 30 personnes, en fait, en vrai, j'en commandais que 4. Et ça, je n'avais pas compris. Et ça qui a été rugueux. C'est-à-dire que quand je commandais quelqu'un qui était en bas de la hiérarchie, en fait, il y en a 1 ou 2 qui ne faisaient pas leur travail et qui se sentaient frustrés parce que j'allais commander en direct. Mais en fait, c'est pour ça que je te dis que la difficulté, c'est moi qui l'ai créée. C'est-à-dire que, en fait, si jamais j'avais pas fait ça, si j'avais compris d'emblée que plutôt que de dire « Ouais, je commandais 30 personnes, tu comprends, c'est comme un chef de corps, il commande 1000 personnes. » Mais en vrai, il ne commande pas 1000 personnes, il commande 10 personnes maximum. Et en termes de commandement, en termes de management, c'est la même chose dans les sociétés. Un chef d'entreprise, il ne commande pas 30, 50, 100, en fait, la taille de sa société. Il commande 10 personnes maximum. Et du coup, le premier truc à faire, c'est quoi? C'est d'identifier ces personnes avec qui on travaille. Et de focaliser son énergie sur ces 10 personnes-là. Et je dirais même, les autres personnes, on ne leur parle pas. Et s'ils viennent nous voir en disant machin, on a une pancarte sur la tête de la personne. Lui, il ne travaille pas avec toi. C'est pas à toi de résoudre le problème. Et tu le renvoies vers la personne qui est la personne responsable de cette personne-là. Tu vois? Et ça, j'ai trouvé ça difficile. Parce que moi, dans ma conception, je réponds aux questions, j'essaie d'accompagner, j'essaie de résoudre des problèmes. Mais en fait, non. Sinon, je ne fais pas mon travail. Et je ne suis pas clair. Donc, je ne suis pas un bon chef. C'est marrant, là, tout ce que tu expliques, parce que ça, c'est quelque chose qu'on comprend un petit peu en régiment, mais à Saint-Cyr, on ne l'explique pas. En fait, on nous dit, oui, qu'on a nos chefs de groupe et qu'on doit compter sur eux. On nous dit qu'on doit avoir une très bonne relation avec le SOA, notre adjoint. Mais on ne nous explique pas vraiment ça, comment faire, pourquoi, et tout ce que tu viens de nous expliquer là. Ce qui est super pertinent et ce qui permet derrière de vraiment se focaliser sur ce qui fait le travail du chef de section et pas de commencer à vouloir faire des tâches annexes qui vont nous empêcher d'être efficaces sur
notre métier. Donc c'est vraiment intéressant et il faudrait que tu interviennes à Saint-Cyr pour expliquer tout ça. Pourquoi pas. Donc merci de nous avoir partagé tout ce qui faisait toutes les qualités d'un bon chef et de nous aider un petit peu à comprendre ça. Toi, qu'est-ce que tu as aimé du coup dans ton parcours au sein de l'armée, au sein de l'institution et qu'est-ce qui a fait vraiment que tu as voulu quitter cette voie-là? Alors, qu'est-ce que j'ai aimé et qu'est-ce qui a fait que j'ai quitté? J'ai quitté parce que je basculais dans une deuxième partie de carrière où tous les matins, même si je travaillais avec des gens de grande valeur, j'ai été l'officier synthèse du général qui commandait l'infanterie et les écoles militaires de Draguignan et j'ai adoré travailler avec lui. C'est un mec d'une grande valeur, un mec super. Mais à chaque fois que tous les matins, j'allais au boulot et je me disais mais qu'est-ce que je fais là? et en fait, à partir du moment où il se passe ça, en fait, il faut juste prendre une décision. Sinon, on n'est pas épanoui, on ne fait pas bien son métier. Donc ça a été le déclic. Mais l'armée m'a beaucoup apporté. Ça m'a apporté de la clarté sur le rôle du chef. Ça m'a apporté de la structure, parce qu'en fait, l'armée, c'est quelque chose qui structure. On est obligé de prendre des décisions dans un contexte avec un brouillard de l'information, un brouillard qu'on appelle brouillard de la guerre, et avec des vies humaines en jeu. Et là, on doit prendre des décisions, on doit agir, on doit structurer, et en fait, c'est ça qui me plaît. Mais je le faisais de manière un petit peu brouillon avant l'armée, et l'armée m'a apporté de la structure. Et c'est aussi pour ça que maintenant, dans mon métier d'entrepreneur, je réutilise la quasi-totalité de tout ce que j'ai appris. Je dis avec souvent que j'apporte aux civils le meilleur du monde militaire. Et je fais vivre des aventures incroyables qui forgent le caractère des participants, le caractère des équipes qui viennent participer et qui font que les gens repartent avec des souvenirs et des émotions qui vont être transformatrices et qui vont leur permettre d'agir, de prendre des décisions et d'être plus épanouis, de vivre en fait. Excellent. Sur la deuxième partie de carrière, bon, ça je comprends, il y a beaucoup d'officiers qui quittent à ce moment-là, qui quittent après le temps de CDU. Et donc c'est le moment où beaucoup d'officiers préfèrent quitter l'institution pour commencer une nouvelle vie. Et ensuite pour la partie de structuration, mais complètement. Ça, je le dis aussi à chaque fois que l'armée, ça apporte énormément dans sa vie, dans sa manière de réfléchir, dans sa manière de faire les choses. Ça, plus la classe préparatoire, qui joue aussi un petit peu ce rôle-là, bon, ça peut que apporter de la structure. Et en plus, ça me fait penser à la semaine dernière, j'étais à Rouen avec quelqu'un qui fait de l'immobilier et qui était mon camarade à Saint-Cyr et qui m'a dit moi, je veux travailler qu'avec des militaires ou des anciens militaires parce que les civils, ils sont trop hésitants, ils ne sont pas assez organisés, c'est trop compliqué. Les militaires, au moins, c'est carré, c'est bien, ça marche et derrière, c'est beaucoup plus facile. La seule difficulté, c'est quand ils sont en OPEX et qu'ils ne répondent pas au téléphone. Bon. Et donc, sur ça, moi, c'est ce qui me motive aussi à accompagner des jeunes à rentrer dans l'armée, Oui. Ce qui me donne envie d'avoir une action qui est bénéfique, positive pour l'institution et que l'armée continue de me plaire, même si j'ai décidé de la quitter. Et est-ce que toi, aujourd'hui, du coup, tu gardes aussi ce goût de l'armée, de la chose militaire? Est-ce que tu essaies de le remettre dans ton métier actuel et dans ces team building-là? Est-ce que je garde le goût de l'armée? Ouais. Le goût de tout ce que tu as pu vivre dans l'armée et l'envie de pouvoir faire des choses qui te rappellent un petit peu cette expérience. Alors, je ne suis pas dans une nostalgie. Je ne suis pas du tout dans une nostalgie. Mais heureusement. Oui. Non, chaque chose en son temps. Mais j'ai identifié, c'est assez difficile de savoir ce qu'on aime vraiment. Et une fois qu'on a identifié ce qu'on aime vraiment, en fait, il faut y aller. Et j'ai plein de choses qui se sont passées depuis que j'ai quitté l'armée. Je me suis mis à peindre. J'écris beaucoup. Je conçois des nouveaux scénarios. Et exactement ce que je te disais tout à l'heure avec le BSTAT, là, les formations des sous-officiers quand j'étais formateur. En fait, mes aventures, elles ressemblent à ça. C'est-à-dire que quand j'ai imaginé que, là je reviens du Maroc, là, le mois dernier, hier j'étais sur l'eau, sur un voilier vieux gréement, il y a toujours un fil rouge, et quand je fais tomber une voiture en panne au milieu du désert, alors qu'il y a des dunes partout, et que les participants ils sont là, mais qu'est-ce qu'on va faire? Qu'est-ce qui se passe? C'est en panne.
Ils réalisent assez rapidement que en fait, la panne, c'est une fausse panne, mais que la voiture ne redémarrera pas. Mais que c'est à eux de réagir. Moi, je leur dis, bah, on fait quoi? Et ils me disent, mais nous, on ne sait pas. Je dis, bah, en fait, je pense qu'on va tous mourir ici et que ça ne va pas être possible et que ça va être affreux. Vous imaginez mourir dans le désert? Allez faire un team building avec Rodolphe. Il va vous faire mourir dans le désert. C'est ça. Et le naufrage en bateau, ça Et non, le naufrage en bateau, trop compliqué. J'avoue, j'ai pas encore fait. Mais c'est une bonne idée. Compliqué à organiser. Compliqué à organiser. Un catamaran à la limite, un petit, mais on ne met pas 10 personnes dessus, quoi. C'est ça. Non, mais en fait, et puis surtout, c'est extrêmement adapté. Là, je me souviens d'une expérience, une aventure, où il y a une femme enceinte de 7 mois qui est venue sur l'aventure. Donc ça ne demande pas de niveau physique, mais ça demande un niveau de résilience, d'observation, d'anticipation. Et toutes les aventures sont adaptées exactement au niveau des gens, à ce qu'ils sont venus chercher. Je les pousse dans leur retranchement. C'est vraiment de travailler la force morale, la force mentale. C'est travailler la résilience. C'est vivre des aventures où on ne sait pas ce qu'on va nous demander et on achète un truc, on ne sait pas ce qu'on va faire. Et comment est-ce qu'on travaille son mental alors? En passant à l'action. En fait, plus on passe à l'action, c'est marrant parce que je vais prendre une image que tout le monde peut vérifier. C'est un YouTuber qu'on apprécie. On regarde, on voit des vidéos qui sont faites, qui ont une qualité, c'est une aisance de parole, de prise de parole en public, ou au moins face à une caméra. Et en fait, on le voit à l'instant T. Et bien là, on prend ce YouTuber, et si jamais il n'a pas effacé ses vidéos depuis qu'il est YouTuber, on regarde sa première vidéo, sauf s'il l'a effacé. Mais si vous trouvez un YouTuber et que vous regardez tout son parcours, vous regardez sa première vidéo. Et sa première vidéo, mais elle est pourrie. Elle est pourrie. Elle est nulle. Il sait pas bien parler, il sait pas se positionner, il est habillé un peu... Ben en fait, en vrai, plus il est passé à l'action, plus il a acquis cette compétence, plus il a cette aisance qui fait qu'aujourd'hui, c'est quelqu'un de magnétique, c'est quelqu'un qui sait ce qu'il veut, c'est quelqu'un qui sait transmettre un message, qui sait moduler sa voix, qui sait avancer, qui sait augmenter son volume, qui sait jouer avec les temps morts, avec les silences. En fait, c'est juste qu'il est passé à l'action. Et il a vu qu'il y a des choses qui fonctionnaient, et du coup il a recommencé. Et il a vu des choses qui ne fonctionnaient pas, et il a essayé de les corriger. Ben, c'est tout. Passer à l'action. C'est tout. Ça s'appelle la psychologie par l'action. J'ai regardé une conférence là, d'un mec qui racontait quelque chose, qui disait, en fait, quand on est avec son fils ou sa fille, et qu'on lui demande de sauter d'un plongeoir, mais la première fois, ou de plonger d'un plongeoir, la première fois, le gamin, il n'est pas sûr de lui, sauf s'il a l'habitude, mais il peut avoir une appréhension à sauter le plongeoir. Et il peut dire, ouais, mais en fait, là, il y a trop de hauteur, machin. La réponse d'un adulte, il dit par exemple, la réponse d'un adulte, c'est de dire, bah écoute, je pense que je vais aller en parler avec mon psy et essayer de voir si la profondeur est suffisamment adaptée à mon caractère et à ma... Non, là, il dit à ton fils, tu dis pas, si jamais il commence à te répondre ça, tu le pousses. Tu le pousses. Voilà. Et bah donc, c'est bien d'aller voir un psy pour pouvoir régler des problèmes intérieurs. Mais en fait, passer sa vie sur un divan, sur un canapé, à se regarder le nombril, c'est pas, pour moi, la solution. C'est important hein, de réfléchir. Il ne faut pas me faire dire ce que j'ai pas dit. C'est important de réfléchir et de passer ces moments de réflexion. Mais ça doit être une toute petite partie qui permet ensuite de passer à l'action. Si jamais c'est juste des réflexions pour se dire qu'on est quelqu'un de malheureux, parce que... et de s'inventer plein de raisons de tout ce qui nous arrive et qu'on est un caliméro en fait, on entretient ce statut de victime. Et en fait, on est une victime. Alors que si jamais on prend conscience de ses faiblesses, de ses schémas intérieurs qui ne sont pas forcément agréables, et qu'il est important de décortiquer avec un professionnel, donc un psy, un coach, ce que vous voulez, mais et qu'on passe par l'action, en fait, ça sert à rien. Si on veut sortir de ce logique de victime, et si on veut vraiment avancer, et si on veut vraiment structurer, avoir des vrais succès, et devenir quelqu'un qui apporte sa plus grande valeur au monde, il faut passer à l'action.
Donc, il y a une phrase que j'aime beaucoup, qui est aussi la devise du maréchal Lyotet, c'est « La joie de l'âme est dans l'action ». Très bonne phrase pour conclure cette petite intervention. Donc le maréchal Lyotet, c'est le parrain, on va dire, Oui. du lycée militaire d'Aix-en-Provence. Et du coup, on aime beaucoup cette phrase et son histoire. Regardez ma première vidéo YouTube. Bon, après, je ne sais pas où j'en suis, moi, dans ma carrière de YouTubeur, si je suis vraiment à un top niveau. En tout cas, peut-être meilleur sur YouTube que toi pour l'instant. Abonnez-vous aussi à la chaîne de Rodolphe au passage. Mais en tout cas, c'est vrai qu'il faut se lancer, il faut agir. Et vous pouvez regarder ma première vidéo YouTube. Bon, c'est nul, mes premières vidéos, elles sont nulles. C'est comme ça, quand on commence, on est nul et on travaille pour s'améliorer. Mais si on ne se lance pas, il ne se passe jamais rien. Donc, alors, je ne sais plus où on avait commencé, de quelle question on était parti. C'était ce qui faisait… Dans le civil, ce que je faisais maintenant… Oui, c'est ce qui faisait la réussite. Ah oui, travailler sur le mental. Est-ce que tu pourrais nous partager des petites anecdotes qui t'ont vraiment marqué au cours de ta carrière militaire et dans ta carrière dans l'entrepreneuriat, un petit peu ce que tu préfères, des choses qui ont été vraiment marquantes pour toi et dont tu gardes un souvenir fort, aussi bien mauvais que bon? Des anecdotes? Mais des anecdotes dans quel sujet? Ce qui t'a vraiment marqué. Par exemple, dans ton temps de chef de section, des petites anecdotes qui ont pu te marquer. Mais sur quoi? Sur du commandement? Sur du passage d'action? Sur quoi? Sur du passage à l'action, puisque c'était le sujet, eh bien des petites anecdotes sur le passage à l'action, de tes subordonnés, de toi, de ce que tu as pu observer. Bizarre, je sèche là. Ah, c'est vrai. De toute façon, sinon, une petite anecdote sur quelque chose qui t'a choqué à l'armée? Une chose qui m'a choqué, c'est le crédit qu'on peut apporter à des gens qui n'ont pas du tout de compétences. Et en fait, en tant qu'officier, on a un parcours qui fait qu'on on pardonne beaucoup moins l'erreur. Et quand j'ai eu un problème à un moment avec un jeune soldat qui était en formation, qui était sous ma responsabilité, et en fait l'institution militaire a accordé beaucoup trop de crédit à ce que disait cette personne-là, qui 6 mois après, donc moi je me suis fait défoncer, et 6 mois après, l'enquête de gendarmerie a prouvé qu'en fait il avait inventé un truc qui ne s'était jamais passé. Il avait dit qu'il s'était fait taper, voilà, pendant une séance de renforcement musculaire. Voilà. Et en fait, il a dit qu'il s'était fait taper. On lui a accordé du crédit, je me suis fait défoncer. Et en fait, tout ce qu'il avait inventé a été démonté par la gendarmerie et il a été prouvé que c'était uniquement pour avoir une pension d'invalidité qu'il avait créé ça. Et moi, entre-temps, je me suis fait défoncer. Et ça, c'est le truc qui m'a le plus révolté dans l'armée. Ah bah, les fausses accusations. Après, ça se produit aussi dans le civil. Ça se produit dans le civil, mais ça s'appelle une fausse accusation. Et on a accordé du crédit parce qu'en fait, la machine, elle est comme ça. Et que quand il y a quelque chose qui se passe, en fait, on accorde du crédit, on prend en compte l'ensemble des intervenants, on prend en compte leur niveau de responsabilité. Et comme moi, en fait, il ne s'était rien passé et qu'il n'y a personne qui était capable de prouver ou de dire, et j'avais personne qui était impliqué puisque c'était inventé, en fait, je me suis défoncé. Et ça, j'avoue, ça a été un très très gros coup dur pour moi. Ça m'est arrivé aussi au lycée militaire d'Aix-en-Provence. Okay. Moi, je suis parti à la fin de la première année. En fait, on a été une dizaine à avoir des soucis de ce type-là, de fausses accusations. Les 10, on est rentrés à Saint-Cyr. Ceux qui nous ont accusés n'ont jamais été dans l'armée. Donc, c'est dire. Mais bon, voilà, c'est toujours triste ce genre d'accusation et ce genre de fait. Maintenant, moi, ce que je trouve dommage vis-à-vis de l'institution militaire, contrairement au civil, c'est qu'aujourd'hui encore, l'institution militaire va trop vite mettre des choses en place pour réagir en prenant ce qui est dit pour vrai et sans aller creuser, sans aller chercher et sans se poser la question de « tiens, et si c'était faux ? Tiens, et si… » mais tu sais pourquoi? C'est structurel pour l'armée. Pour éviter tout problème, C'est parce que l'armée s'appelle la Grande Muette. Oui. Et en fait, le plus gros problème, le plus gros danger pour l'armée, c'est que ça sorte dans des médias,
c'est qu'on puisse avoir ce qu'on appelle un défaut d'image. Donc c'est le risque d'image qui est le plus important. Donc c'est normal que l'armée réagisse comme ça parce que son plus gros truc, c'est ce défaut d'image ou ce risque d'image. Donc en fait, il y a un truc qui a un problème, il faut le régler tout de suite pour pouvoir éviter ce risque d'image. Et en fait, c'est structurel et on ne pourra pas le changer. C'est pas grave, c'est juste qu'il faut le savoir. C'est quand même un peu embêtant quand Ouais, ça arrive, marrant. mais bon. Mais ça fait partie des règles du jeu. C'est clair. Maintenant, pour changer de sujet, est-ce que tu aurais quelques livres à recommander à des jeunes intéressés par l'armée, soit par la voie officier, soit de manière plus générale par l'armée? Le livre que je recommande à chaque fois, c'est Galula, contre-théorie, contre-insurrection, théorie et pratique. Je recommande ce livre-là parce que c'est un des seuls que j'ai lu vraiment de stratégie militaire. J'avoue que j'ai lu plus de livres de développement personnel ou de business que de livres vraiment sur l'armée. Un livre. Après, j'ai lu De Gaulle aussi. Non, mais en fait, moi, je vais pas te donner de livres de tactique ou des livres militaires. Mais je vais te donner un livre. L'alchimiste. Ah ouais, il y a l'alchimiste si tu veux, c'est bien. Ça permet de creuser sur son. C'est un livre que j'ai aimé, que j'ai beaucoup aimé. Mais c'est pas celui-là que je te recommanderais. Celui que je recommanderais, c'est Le Terre des Hommes de Saint-Exupéry. Ok, excellent. Je ne l'ai pas lu. Après, Saint-Exupéry, j'en ai lu quelques-uns. Et du coup, dans Terre des Hommes, quel est le sujet? Est-ce que c'est une histoire ou est-ce que c'est sur sa vie? Non, c'est pas sur sa vie, c'est sur l'homme, enfin l'humain. Ok. Sur l'humain et sur l'action. Et sur l'aventure. Excellent. Et c'est profond, c'est dur. Hein. Enfin, moi, je trouve que c'est certains de ces passages qui sont des jugements sur l'homme. Bon. Mais en fait, ça te met face à tes propres... à ton propre toi, à ce qui se passe chez toi. Tu as toujours un petit bourgeois, il parle des petits bourgeois. Tu as toujours un petit bourgeois chez toi. Qui est fan d'un petit confort, un petit machin, un petit truc. Et lui, c'est un aventurier. Et c'est un bon exercice. Et le deuxième, sur la confrontation à la mort et sur la vie, c'est Aller au bout de vos rêves. J'ai oublié l'auteur. Aller au bout de vos rêves de Physiliadis. Donc c'est pas quelqu'un qui connaît du tout. Voilà. Aller au bout de vos rêves. Aller au bout de vos rêves. J'ai beaucoup aimé. Excellent. Et je recommanderais. Excellent. Et est-ce que tu as quelque chose d'autre à recommander à des jeunes intéressés par l'armée, hormis le fait de rejoindre le programme guerrier qui est en description? Du coup, qu'est-ce que tu pourrais recommander? Alors, dans ton programme guerrier, qu'est-ce que tu proposes? Alors moi, ce que je propose, du coup, c'est d'accompagner des jeunes qui s'entraînent un petit peu seuls, sans avoir une bonne méthode, sans avoir les bonnes séances, une structure. En fait, d'avoir directement toute cette structure-là, d'avoir directement le programme exact avec les vidéos, d'être accompagné exactement dans ce qu'ils vont pouvoir faire pour pouvoir s'entraîner de manière efficace, donc pendant 3, 4 ou 6 mois. Et sur ce programme-là, pour moi, ce qui est important aussi, ce que j'aime faire, c'est transmettre la connaissance, transmettre les bonnes informations avec du coup une partie formation vidéo pour que ces jeunes-là puissent comprendre ce qu'ils font. Pourquoi est-ce qu'on va faire du fractionné? À quoi ça sert? Pourquoi est-ce qu'on va s'entraîner de telle manière et pas de telle manière? Et ça me passionne. Et en fait, ça, moi, j'ai lu énormément de livres d'anatomie. Là, hier, je faisais une interview avec Frédéric Delavier, du coup, qui est la référence mondiale, qui a écrit tous les plus grands livres d'anatomie, de biomécanique. Et en fait, c'est vraiment ces informations-là, cette passion qui permet derrière d'avoir des entraînements efficaces et de comprendre pourquoi on fait les choses et derrière d'arriver au meilleur niveau possible. Et donc moi, ces jeunes-là, moi, ça me passionne de pouvoir les aider à vraiment progresser efficacement et à pas faire les choses à tâtons, à perdre du temps en fait, à se blesser. Et surtout, parfois on se blesse, on peut se faire des blessures qui peuvent entraîner des séquelles à vie. Donc voilà un petit peu ce que je propose moi à ces jeunes et comment je vais les accompagner. Ok. Et donc du coup, ta question c'était Qu'est-ce que tu recommandes à des jeunes intéressés par l'armée qui souhaitent s'engager dans l'armée? Savoir ce que vous voulez, savoir ce qui vous fait kiffer dans la vie. C'est dur, hein, c'est très très dur.
C'est très dur parce qu'en fait, on est pollué par plein de choses. On est pollué par le regard des autres. On est pollué par, par notre éducation, ce que nos parents nous ont dit ou ce qu'ils nous ont pas dit. On est pollué par plein de choses. Et en fait, arriver à trouver ce qu'on a vraiment au fond de soi, qui est vraiment important, c'est dur, mais c'est vraiment clairement ce qu'il faut chercher. Un peu comme quand on est en opération, où on fait un plan d'action. On fait un plan d'action avec un « je veux ». On a la mission, on a ce qu'on veut. Donc la mission, c'est vivre. Et en fait, c'est quoi votre « je veux », c'est quoi le point clé qui fera en sorte que vous vous sentirez vivant. Et ensuite, le plan d'action, toi, tu en proposes un plan d'action qui est sur le comment faire. Mais si jamais vous vous posez la question de savoir si vous voulez rentrer dans l'armée ou pas, c'est qu'est-ce qui vous plaît vraiment et qu'est-ce qui vous fait kiffer dans l'armée que vous voulez vraiment faire. Et dans tous les cas, vous aurez besoin de renforcer votre niveau physique. Donc là, ton programme est tout à fait plein de sens parce qu'il est le fruit d'une expérience, d'une structuration, d'un plan d'action qui permet d'aller droit à l'essentiel. Donc c'est c'est tout à fait judicieux de faire ça. Maintenant, avant de prendre cette décision, c'est de décider ce qui vous fait kiffer dans l'armée et de garder toujours ça à l'esprit en disant, en fait, le moment où vous avez un doute, parce que ça ne va jamais se passer exactement comme vous avez prévu, c'est de revenir à ce qui vous a poussé à rentrer dans l'armée. Qu'est-ce que vous étiez venu chercher? Et à partir du moment où ça, c'est vraiment ancré et c'est vrai, au fond de vous, en fait, vous pourrez dépasser toutes les épreuves de la vie, dans toutes vos décisions, dans tous vos chemins, parce que vous avez quelque chose de plus grand qui est au fond de vous, qui vous fait agir. Excellent, merci beaucoup pour ce partage. Et ça me fait penser justement à un jeune que j'ai accompagné qui est arrivé en PMPFS, donc pour rentrer chez les FS, qui avait un très bon niveau, qui allait réussir sa PMPFS. Il a pris peur au milieu de sa PMPFS en se disant « mais je ne vais plus revoir ma famille, est-ce que c'est vraiment ce que je veux faire ?» Il a quitté la PMPFS en se disant que finalement, c'était peut-être pas le bon choix pour lui. Et il n'avait pas assez réfléchi à son engagement, au pourquoi, à ce qu'il voulait réellement faire. Et aujourd'hui, moi, si je souhaitais faire cette petite interview avec toi, c'est parce que tu as un parcours en infanterie, arme qui intéresse le plus, qui attire le plus de jeunes, mais qui attire beaucoup de jeunes qui ne savent pas réellement pourquoi ils veulent y aller et qui souvent s'orientent vers ce métier sans trop savoir ce qu'il y a derrière. Et chez les futurs officiers, il y a aussi ce manque un petit peu d'informations sur le métier, sur comment ça se passe, sur les avantages, les inconvénients. Et donc, tout ton partage permet un petit peu d'aiguiller certains jeunes, d'aider des personnes qui souhaitent aujourd'hui peut-être en faire leur métier à mieux réfléchir et à préparer un petit peu leur engagement. Alors, est-ce que je peux dire un petit truc sur cette personne-là qui a quitté parce qu'il pensait que ça allait lui manquer? En fait, je pense que c'est une fausse raison. Parce qu'en fait, quand on aime sa famille, les gens qui nous sont proches, ce qui est important en fait, c'est que c'est beaucoup plus agréable de côtoyer des gens qui sont vraiment épanouis dans ce qu'ils font. Et si jamais on a un frère ou une sœur, ou un parent, ou un conjoint qui est avec nous, mais qui s'épanouit pas dans ce qu'il fait, et qui reste dans un job alimentaire parce qu'il veut être près de nous, en fait, comme l'autre ne s'épanouit pas, on n'a pas forcément de la considération pour lui. Et ça peut tuer une relation. Quand on a quelqu'un qui est épanoui, mais qu'on ne voit pas souvent, on savoure beaucoup plus la relation parce que la personne est épanouie. Elle n'est pas dépendante, elle n'est pas là juste à faire un job alimentaire qui ne l'épanouit pas pour pouvoir être à tes côtés. Si jamais je prends l'exemple d'un conjoint, par exemple. On a une amoureuse, on a un amoureux, on a quelqu'un à qui on tient. En fait, si jamais on construit sa vie pour pouvoir être près de lui ou près d'elle, ce n'est pas une vraie raison. En fait, il faut construire sa vie parce qu'il y a une phrase qui m'a fait switcher un jour, c'est la seule personne avec qui on va passer la totalité de notre vie, c'est soi-même. Et en fait, si on n'est pas OK avec soi-même, si on ne s'épanouit pas, si on ne prend pas du temps pour pouvoir kiffer et être vraiment heureux, en fait, on va être un espèce de boulet parce qu'on va faire supporter aux autres le fait de nous rendre heureux. En fait, c'est une putain de charge qu'on fait, enfin c'est une énorme charge qu'on fait reposer sur les épaules de quelqu'un d'autre, alors qu'en fait, le job d'être heureux, c'est à soi de le prendre.
Donc si jamais, pour moi, la raison que cette personne dont tu as parlé, que je juge là aujourd'hui, mais en fait, la vraie raison, elle n'est pas là. C'est une fausse raison de façade qu'il a peut-être donnée, mais si jamais il avait peur d'être loin de sa famille, c'est une raison. Mais en fait, si jamais on est toujours, tous les jours à côté de sa famille, mais qu'on ne savoure pas ces instants, ben en fait, c'est pourri. Si jamais on est absent parce qu'on est en mission, mais qu'on s'éclate, qu'on s'épanouit, qu'on nourrit cet enfant intérieur, qu'on a une vraie énergie, et que quand on revient, on a quelque chose à transmettre, on a quelque chose à dire, on a une vraie synergie et on profite de l'instant, de l'intensité de l'instant, ben enfin, ça remplace toutes les absences. Et oui, on va avoir des absences si on rentre à l'armée. Mais si jamais c'est quelque chose qui nous fait kiffer, si on vit des choses qui sont incroyables, qu'on n'aurait jamais vécues si on était resté dans sa ville, près des personnes qu'on aime, je ne dis pas qu'il faut le faire à chaque fois, de quitter les personnes qu'on aime. Mais il faut savoir le faire pour des bonnes raisons. Si jamais il a trouvé un job qui le fait kiffer, qui l'épanouit à côté des personnes qu'il aime, c'est parfait. Mais s'il dit « je ne veux pas faire ce métier parce que je veux rester à côté des personnes que j'aime », en fait c'est une fausse raison. Si c'est ce métier qu'il lui fallait, qui était important pour lui, qui le faisait kiffer, qui le faisait avancer, qui le rendait heureux, ben en fait en vrai, un conjoint, un compagnon, une compagne… Là c'était les parents. Mais... Ou des parents. En fait, des parents, mais ils ne veulent pas d'un fils qui n'est pas heureux et qui va rester par convention auprès d'eux. Donc c'est une fausse raison. Il y a autre chose derrière. Et si jamais il a dit ça juste parce qu'il y a une vraie raison et qu'il ne veut pas dire la vraie raison, c'est ok. Mais si jamais il ne connaît pas la vraie raison, je l'invite clairement à chercher la vraie raison. Ah, carrément. Bah, merci beaucoup pour cette analyse, cette psychanalyse d'un jeune qui a fait un petit choix de parcours qui n'est peut-être pas le bon. Mais effectivement, il faut toujours réfléchir à ce qu'on veut réellement au fond de soi, pourquoi, et aller vers des choses qu'on aime. Moi, j'étais frustré dans mon parcours dans l'armée et j'ai fini par quitter l'institution. Et aujourd'hui, je suis heureux dans ce que je fais et je préfère largement ce que je fais aujourd'hui, même si si certains me disent « mais tu avais une carrière, tout ça ». Bon, voilà, ce qui compte, c'est pas de faire les choses pour les autres, de faire les choses pour le prestige. C'est de faire les choses parce qu'on s'y sent bien et parce qu'on peut s'épanouir dedans et qu'on a un impact positif derrière, évidemment. Allez pas vous épanouir dans le trafic de stupéfiants ou autre. Hein. Voilà. Est-ce que tu as quelque chose à dire pour conclure cette petite vidéo? J'ai un adage que j'aime beaucoup, c'est « la joie de l'âme est dans l'action », on l'a déjà dit, mais j'en ai un autre, c'est mon mantra de vie, c'est que la vie est simple, c'est juste que c'est pas facile tous les jours. Et c'est vrai, mais d'une profondeur incroyable. Et quand on regarde toutes les épreuves qui nous sont arrivées dans le parcours individuel de chacun, qu'on regarde le problème et qu'on regarde la solution qu'on a mis en face, ben en fait, c'est méga simple. C'est juste que tout le cheminement, le plus gros problème, c'est soi. C'est la façon dont on appréhende la vie. C'est tous les blocages, tous les blocages qui sont dus à plein de choses, mais qui font que les choses ne sont pas faciles. Mais les choses sont simples, d'une simplicité incroyable. Donc, comment faire en sorte que les choses soient le plus simples possible? Parce que la vie est simple, c'est juste que c'est pas facile tous les jours. Excellent. Comment est-ce qu'on peut venir faire un team building avec toi? Il faut aller sur Mon Capitaine, il faut m'envoyer un message ou il faut me contacter avec l'encart de contact du site internet. Et donc là, on est sur Marseille. Est-ce que c'est qu'à Marseille ou est-ce que des gens qui sont à Paris peuvent… Les gens qui sont à Paris peuvent venir à Marseille. Mais si jamais ils sont à Rouen, en fait, on fait des team building dans des environnements qui sont un peu originaux, en particulier en mer, sur des voiliers, vieux gréement de préférence. Donc on peut prendre des voiliers un peu partout dans le monde. Et puis après, on a organisé quelque chose dans le désert. C'était dans le désert du Maroc, dans le Sahara. Là, on est en train de monter quelque chose en montagne. Excellent. Avec un guide de montagne ancien militaire. En forêt. Et en fait, c'est des thématiques. Si jamais vous avez quelque chose que vous voulez faire dans votre environnement, il suffit de nous contacter. Et on créera avec plaisir un team building sur mesure pour pouvoir faire en sorte soit de faire en sorte que vos équipes puissent être soudées et vivre une aventure et forger un caractère d'équipe. Et soit ce sera réunir
Là, on a des clubs de dirigeants qui nous demandent à faire en sorte que leurs dirigeants puissent participer à ces team building pour vivre des aventures ensemble. Excellent. Avec un ancien instructeur commando Oui. et ex-capitaine de l'infanterie. Merci beaucoup Rodolphe. Merci Benjamin. Abonnez-vous, mettez un j'aime, commentaire, allez voir ce que fait Rodolphe. Il a aussi une chaîne YouTube, elle est là. Allez voir son blog. Si vous avez kiffé la vidéo, vraiment faites-la tourner en boucle, partagez-la et soutenez la vidéo à fond. Si vous avez d'autres, si vous connaissez des militaires, d'anciens militaires, militaires du rang, sous-officiers, officiers ou autres qui souhaiteraient passer et partager leur expérience, partager leur vie et répondre à quelques questions, dites-leur de me contacter directement sur l'adresse email qu'il y a dans la description. Ce sera avec grand plaisir, on pourra faire de super vidéos. Abonnez-vous, force!